Vous pensez savoir comment fonctionnent les cartes de crédit. Mais il y a une chose qu'ils ne montrent jamais dans le contrat. Et c'est exactement ce qui coûte de l'argent réel à ceux qui font tout correctement. Il existe un type de personne qui utilise ces cartes de crédit de la manière la plus responsable possible. Payez la totalité de la facture chaque mois. Ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. À utiliser uniquement en cas d'urgence ou pour accumuler des points. Vous avez l'impression de contrôler la situation. Et c'est précisément cette personne ou cette personne responsable que le système financier souhaite le plus continuer à utiliser la carte. Pas parce qu'elle est naïve, mais parce qu'elle fait confiance au système. Et la confiance, dans ce contexte, coûte de l'argent d'une manière dont vous ne vous rendez pas compte immédiatement. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui arrive à ceux qui tentent de comprendre comment fonctionne réellement le système et découvrent que les règles ont été écrites d'une manière très spécifique. Laissez-moi vous montrer. En apparence, la carte de crédit est simple. Vous achetez quelque chose. La banque paie pour vous. Vous le remboursez à la fin du mois. Si vous payez tout, vous ne paierez pas d'intérêt. Cela semble juste. Mais il existe un premier niveau que très peu de gens s'intéressent de près. La carte de crédit n'a pas été conçue pour être un outil de paiement neutre. Il a été conçu pour créer un comportement très spécifique dans le cerveau humain. Et ce comportement a un nom technique en psychologie du consommateur. C'est ce qu'on appelle la dissociation entre l'acte d'acheter et la douleur de payer. Lorsque vous payez en espèces, votre cerveau enregistre une perte immédiate. C'est inconfortable. Des études en psychologie comportementale montrent que cet inconfort agit comme un frein naturel à la consommation. Lorsque vous utilisez la carte, cette douleur est reportée. Et ce qui est reporté, est souvent sous-estimé. Ce n'est pas de la théorie. C'est le mécanisme de fonctionnement central du produit. Et la première boucle que je veux que vous gardiez à l'esprit est la suivante. Je ne vais pas encore répondre à cela. Mais la réponse changera la façon dont vous voyez le produit. Parlons des versements. Parce que c'est à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. Vous voyez 12 versements sans intérêt, et pensez, excellente affaire. Je ne paie rien d'autre. Je partage juste ce que j'allais déjà dépenser. Cela ressemble à des calculs simples, non? Faux. Pas à cause d'un intérêt caché. Mais à cause de quelque chose que très peu de gens calculent. Lorsque vous payez en plusieurs fois, vous occupez une limite. Et la limite occupée est le pouvoir d'achat gelé. Imaginez que vous ayez une limite de 3000. Vous payez une télévision en 12 fois. Payez un cours en 6 fois. Divisez un voyage en 10 tranches. Chaque achat individuel respecte le budget. Mais la limite est en train d'être consommée. Et lorsqu'une véritable urgence survient, un médecin, voiture, réparation urgente ou la limite est compromise. Vous ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Mais votre capital disponible en cas d'urgence a été alloué en versement futur. C'est l'équivalent de vivre dans un appartement dont le loyer est déjà engagé pour les 12 prochains mois. L'appartement est à vous. Mais l'argent futur a déjà un propriétaire. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Les versements sans intérêt ne sont pas neutres. C'est une anticipation des revenus futurs. Et qui décide de ce que vous pouvez acheter avec vos revenus futurs, c'est la banque. Mais attendez. Il y en a encore plus. Car jusqu'à présent, je n'ai parlé que du comportement de ceux qui paient tout à temps. Le système devient plus intéressant ou est beaucoup plus tendu lorsque l'on regarde ce qui se passe lorsqu'un seul mois échoue. Vous n'avez jamais échoué. Il a tout payé à temps pendant des mois. Depuis des années, peut-être. Et puis un autre mois arrive. Ce n'était pas du gaspillage. Ce n'était pas de la négligence. C'était un véritable événement imprévu. Santé, réparation, mise à pied temporaire, tout ce qui était réel. Vous payez le minimum. Et c'est là que le système révèle sa seconde nature. Parce que le minimum n'est pas une bouée de sauvetage. Le minimum est le début d'une structure conçue pour être difficile à quitter. Laissez-moi vous montrer les chiffres. Imaginez que vous devez 4000 sur la carte. Vous payez le minimum, disons 2 cents par mois. Cela semble gérable. Mais ce que vous ne voyez pas tout de suite, c'est ceci. Les frais sur le solde restant peuvent être si élevés que les 200 que vous avez payés couvrent à peine ce qui a été ajouté ce mois-là. Dans de nombreux cas, le solde réel à la fin du mois suivant est supérieur à ce qu'il était auparavant. Vous avez payé. Et il devait encore plus. Mais voici la question que personne ne pose à voix haute. C'est la deuxième boucle. Et quand vous aurez compris la réponse, vous regarderez le minimum d'une manière complètement différente. Parlons d'intérêt tournant. Et je vais le faire sans jargon technique, car la plupart des explications sur ce sujet prêtent volontairement à confusion. Lorsque vous ne payez pas la totalité de la facture, le solde restant est versé dans ce qu'on appelle un crédit renouvelable.
Ce solde devient facturé. Et les frais de carte de crédit sont parmi les plus élevés de tous les produits financiers sur tous les marchés développés. Ce qui rend cela intéressant et révélateur, est de comprendre pourquoi ces frais sont si élevés. La justification officielle est le risque. La banque prête à n'importe qui, sans réelle garantie, donc elle facture plus cher pour indemniser ceux qui ne paient pas. Cela semble logique. Mais voici le détail qui change tout. Ceux qui paient à temps subventionnent la structure de risque de ceux qui ne paient pas. Et en plus, vous serez facturé de la même manière si vous êtes en retard d'une journée. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de produit mathématique. Le produit a été conçu pour être rentable en fonction du comportement de ceux qui finiront par tarder. Et maintenant vient la partie où j'ai besoin que vous traitiez calmement. Le minimum existe pour garder le produit actif. Si le minimum était suffisamment élevé pour rembourser la dette rapidement, le cycle des intérêts prendrait fin. Le minimum a été calibré pour maintenir le solde existant tout en permettant à l'utilisateur de croire qu'il paie ses obligations. Ce n'est pas un complot. C'est la conception de produit. Et voici la troisième boucle que je veux que vous gardiez. La réponse à cette boucle est celle qui modifie le comportement financier à long terme. J'y arriverai. Mais d'abord, nous devons parler de quelque chose qui va vous déranger. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur les cartes de crédit que la plupart des gens. Et vous comprendrez encore plus dans la suite. Mais d'abord, si cela vous semble logique, si vous avez reconnu une situation que vous avez vécue ou qu'un de vos proches vit, commentez ci-dessous. Pas pour m'aider avec l'algorithme. Mais parce que la prochaine partie parlera de ce que vous pouvez faire. Et je veux savoir si vous êtes prêt pour cette conversation. Il existe un mécanisme psychologique que très peu de gens associent aux cartes de crédit. Et il n'est pas intéressé. Ce n'est pas en plusieurs versements. Cela dépend de la manière dont la limite est communiquée. Lorsqu'une banque augmente votre limite, elle ne vous donne pas plus de pouvoir. Il signale qu'il vous fait confiance. Et le cerveau humain réagit aux signaux de confiance de manière très prévisible. La confiance crée la réciprocité. Vous avez été reconnu. Votre discipline a été validée. Et inconsciemment, même chez les personnes très rationnelles, cela génère une impulsion à utiliser la limite disponible. Pas au maximum. Mais un peu plus qu'avant. Ce phénomène a un nom, expansion de la consommation proportionnelle au crédit disponible. En termes simples, lorsque le plafond augmente, les dépenses moyennes ont tendance à augmenter avec lui. Pas parce que la personne est irresponsable. Mais parce que le produit a été conçu pour créer exactement cet effet. L'augmentation de la limite n'était pas un cadeau. C'était une stratégie de croissance des revenus. Et cela fonctionne parce que cela semble authentique. Cela ressemble à du mérite. Parce que vous avez payé à temps. Vous étiez responsable. Et en récompense de votre discipline, vous avez la possibilité de vous endetter davantage. Cela ne signifie pas que l'augmentation de la limite soit toujours négative. Cela signifie que la compréhension du mécanisme est ce qui différencie ceux qui utilisent la limite de ceux qui l'utilisent. Et cette distinction apportera beaucoup lorsque nous atteindrons la dernière partie de ce scénario. Mais avant d'en arriver là, il y a un dernier piège que je dois vous montrer. Et c'est le plus sophistiqué de tous. Programme de points. Remise en argent. Miles aériens. Avantages par utilisation. Ces programmes existent depuis des décennies et constituent probablement l'outil de fidélisation le plus efficace jamais créé par le secteur financier. Pas parce qu'ils sont généreux, mais parce qu'ils transforment l'acte de dépenser en quelque chose qui donne l'impression de gagner. Et voici le mécanisme de base que je veux que vous compreniez. Un programme de points ne réduit pas le coût d'un achat. Il crée une justification psychologique pour le faire. Avez-vous déjà pris une décision d'achat basée sur des points ? Avez-vous choisi un produit plus cher parce qu'il rapporterait plus de points ? Avez-vous acheté quelque chose dont vous n'aviez pas un besoin urgent parce que l'offre a expiré ? Ce n'est pas de la négligence. C'est le produit qui fonctionne exactement comme il a été conçu pour fonctionner. L'urgence artificielle créée par l'expiration des points est l'un des outils d'accélération de la consommation les plus efficaces jamais documentés. Et voici le nombre que personne ne calcule. Pour chaque dollar que vous recevez en points ou en cashback, combien de dollars de plus avez-vous dépensé par rapport à ce que vous auriez dépensé sans le programme ? Ce compte se termine rarement en faveur de l'utilisateur. Pas parce que les programmes sont des arnaques, mais parce que le comportement qu'ils encouragent de dépenser plus souvent, pour le bon produit, a plus de valeur pour le système que ce qu'il vous rend. Et le plus sophistiqué de tout ça ? Les programmes créent de la fidélité avant de créer une réelle valeur. Vous restez avec le même produit, même s'il existe de meilleures alternatives, car vous changeriez de programme et perdriez ce que vous avez accumulé. Cela a un nom, le coût psychologique du changement.
Et c'est de loin la raison la plus courante pour laquelle les gens intelligents s'en tiennent à des produits financiers qui ne sont pas les meilleurs à leur disposition. Mais voici la dernière boucle que je veux que vous sauvegardiez avant le tour. Je ne réponds pas maintenant. Mais la réponse se trouve dans les 3 prochaines minutes. Vient maintenant la partie qui justifie le titre de cette vidéo. Car il ne s'agit pas de jeter la carte. Il s'agit de comprendre suffisamment le produit pour inverser la relation entre vous et lui. Ceux qui utilisent intelligemment les cartes de crédit ne le sont pas qui évitent l'intérêt par chance. C'est celui qui comprend les 3 mécanismes centraux du produit et les utilise à son avantage. Mécanisme numéro 1, l'argent ne quitte pas le compte immédiatement. Pour la plupart des gens, il s'agit d'un piège cognitif. Pour ceux qui comprennent le jeu, c'est une fenêtre de liquidité. Si vous payez par carte aujourd'hui, mais que l'argent quitte votre compte dans 30 jours, cet argent peut générer un retour pendant cette période. Pas beaucoup. Mais c'est un retour que vous n'obtenez plus lorsque vous payez en espèces par débit ou en espèces. Cela ne fonctionne que si ou et seulement si vous traitez la carte comme s'il s'agissait d'argent sortant aujourd'hui. La séparation entre comportement et comptabilité doit être consciente. Deuxième mécanisme, la limite est un outil de protection d'urgence, et non d'augmentation de la consommation. Ceux qui utilisent les cartes intelligemment conservent une fraction importante de la limite disponible et intacte. Pas comme réserve pour une consommation future. Comme coussin pour les situations d'urgence réelles, où l'alternative serait un prêt à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Dans ce scénario, la carte fonctionne comme une ligne de crédit d'urgence sans frais, à condition qu'elle soit remboursée immédiatement. Troisième mécanisme, les bénéfices sont réels si ou et seulement si le comportement de consommation ne change pas. Si vous dépensez quand même le même montant et que la carte vous restitue 1% ou 2% de ce montant, c'est un vrai gain. Mais à partir du moment où vous dépensez plus grâce au programme, ce gain devient illusoire. La règle est simple, utilisez le programme comme une conséquence de la consommation, ou jamais comme une raison. Ces 3 distinctions semblent minimes. Et ils le sont. Mais en matière de comportement financier, de petites différences, accumulées au fil des années, donnent des résultats très différents. Je vais maintenant fermer les 3 boucles que j'ai ouvertes au début. Pourquoi les gens qui paient tout à temps perdent-ils encore de l'argent avec les cartes? Parce que la dissociation entre achat et paiement augmente le volume de la consommation, même chez les personnes disciplinées. Et parce que les versements sans intérêt répartissent les revenus futurs avant qu'ils n'existent, réduisant ainsi la résilience financière. Vous ne perdez pas d'argent en intérêt. Vous perdez un comportement invisible. Si le minimum n'a pas été conçu pour résoudre des problèmes, pourquoi existe-t-il? Le minimum existe pour garder le produit actif, l'utilisateur en tant que client et le solde comme base pour générer des frais. Il ne s'agit pas d'un instrument de sortie de dette. C'est un instrument d'entretien de la relation commerciale. Ceux qui comprennent cela n'utilisent le minimum que comme un mécanisme d'urgence absolue, et définissent immédiatement un plan de liquidation accéléré. Si le produit a été conçu pour être difficile à quitter, qu'est-ce qui différencie ceux qui partent de ceux qui restent? Ce n'est pas un revenu. Ce n'est pas une éducation formelle. C'est la conscience du mécanisme. Ceux qui sortent du cycle de l'endettement des cartes de crédit font presque toujours la même chose, ils cessent de considérer le produit comme un allié et commencent à le traiter comme un instrument neutre avec des règles spécifiques pour une utilisation sûre. Si vous comprenez tout cela et utilisez toujours des cartes de crédit, avez-vous tort ou raison? Vous en êtes sûr. À condition de l'utiliser avec les 3 conditions dont nous avons discuté. Conscience du mécanisme, limite comme réserve et bénéfice comme sous-produit, et non comme motivation. En dehors de ces conditions, le produit est plus intelligent qu'il n'y paraît. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous disposez désormais d'un cadre que la plupart des gens n'auront jamais à propos de ce produit. Pas parce que c'est difficile à comprendre, mais parce que personne n'est intéressé à l'expliquer de cette façon. La prochaine vidéo entrera dans un territoire encore plus tendu. Parce que la carte de crédit n'est que l'entrée dans un système beaucoup plus vaste. Et les mécanismes dont nous discutons aujourd'hui apparaissent sous différentes formes, dans presque tous les produits financiers de détail. Si vous souhaitez comprendre la carte complète, inscrivez-vous maintenant. Non pour éviter de perdre du contenu. Ainsi, vous ne serez pas pris au dépourvu lorsque le prochain mécanisme apparaîtra dans votre vie. Merci d'être resté jusqu'ici. Ce fut, et je le dis avec le plus grand sérieux, ou l'une des conversations les plus importantes que l'on puisse avoir sur le fonctionnement de l'argent dans la pratique. Jusqu'à la prochaine fois.